Aujourd'hui, on va parler d'un concept commun à presque toutes nos théories physiques modernes. Un épisode dans lequel on va introduire, en respectant presque le cheminement historique, un ingrédient commun à une grande partie des théories physiques fondamentales modernes, les symétries ou invariances de jauge. On les retrouve notamment du côté de la physique quantique et du modèle standard, c'est-à-dire notre description dans l'infiniment petit des particules et des forces fondamentales, comme l'électromagnétisme, l'interaction forte ou l'interaction faible, et on les retrouve également du côté de l'infiniment grand dans la théorie de la relativité générale par exemple. Les symétries de jauge ont une histoire particulière dans la mesure où la révolution s'est déroulée simultanément sur le plan expérimental et sur le plan théorique et mathématique. La compréhension des structures et des concepts sur le plan formel a permis des prédictions expérimentales concrètes. Ainsi, dans cet épisode, on va devoir exhiber quelques équations et un peu de maths, mais rassurez-vous, le tout sera au maximum expliqué en langage courant. Les objets que l'on va manipuler sont des champs. Un champ, ce n'est rien d'autre qu'un objet mathématique qui associe une valeur en chaque point d'un espace. Cette valeur peut être de type très différent d'un champ à l'autre. Il peut s'agir d'un simple nombre réel, comme par exemple dans un champ de température, où en chaque point de l'espace on a bien une seule valeur, mais il pourrait s'agir d'objets plus riches, comme des vecteurs, ce qu'on retrouve par exemple dans un champ modélisant la vitesse d'un fluide, où en chaque point sera associée l'amplitude et la direction de la vitesse, précisément en ce point. Le premier champ dont on va parler est le champ électrique, et il est de ce type. C'est un champ vectoriel. En chaque point de l'espace, on trouve une direction et une amplitude. Mais n'importe quel champ de vecteur ne peut pas être un champ électrique. Si on se place dans le cadre statique, c'est-à-dire sans changement au cours du temps, un champ électrique doit, pour être valide, vérifier l'équation de Maxwell-Faraday, et la voici. Ce que dit cette équation, c'est que si vous prenez une boucle quelconque dans l'espace que vous pouvez matérialiser par un fil électrique, le champ E ne peut pas être tel qu'il accélérerait infiniment les charges dans cette boucle. Ce qu'il réalise en chaque point de la boucle doit, sur un tour complet, en quelque sorte se compenser et s'annuler. Et c'est juste ceci que cette équation traduit, simplement sous une forme plus rigoureuse et plus compacte. Comme on l'a dit dans l'introduction, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'évolution des idées sur le plan mathématique et qui, on va le voir, vont engendrer une véritable révolution physique. On va commencer par une remarque mathématique très générale. Cette équation agit comme une contrainte sur le champ E. Et les contraintes, c'est souvent gênant pour les calculs. Dans une optique pratique, les physiciens vont introduire un nouveau champ, le champ de potentiel V. Ici, en chaque point de l'espace, on a un nombre réel. L'intérêt de ce champ est qu'on dispose d'une recette mathématique assez simple pour le transformer en un champ électrique valide, c'est-à-dire qu'il vérifiera toujours notre équation. Et ça fonctionne quel que soit le champ de potentiel continu que vous choisissez. Procéder ainsi, travailler avec le champ V, permet de faire disparaître la contrainte, l'équation, qu'on avait avec le champ E. En fait, le champ de potentiel se comporte exactement comme une carte d'altitude, et le champ E exactement comme une carte qui nous indiquerait en chaque point la direction et l'amplitude de la pente. Le champ E est un champ physique, c'est-à-dire que si vous souhaitez mesurer E expérimentalement, ça sera possible de manière absolue, vous trouverez bien une et une seule valeur en chaque point de l'espace avec une direction et une amplitude. Mais le champ V, qui se comporte comme une altitude, n'est plus totalement physique, ou au moins plus absolu, car déterminer l'attitude d'un point sans dire par rapport à quoi, ça n'a pas vraiment de sens. En effet, il y a plusieurs cartes d'altitude qui donnent la même carte de pente. Vous prenez n'importe quelle carte d'altitude, vous ajoutez la même valeur partout, ça vous donne une nouvelle carte, mais les pentes n'ont pas changé. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous avec le champ V. On avait initialement le champ E, physique, qui venait avec son équation, sa contrainte. Travailler avec le champ abstrait V permet de se débarrasser de cette contrainte, mais vient avec un autre comportement, une redondance. Plusieurs champs V possibles correspondent au même état physique, au même champ E. Comme dans notre exemple avec l'altitude, il suffit depuis n'importe quel champ V d'ajouter la même constante en tous les points de l'espace pour ne rien changer physiquement à ce qu'on est en train de décrire. On dit que le champ V présente une symétrie interne, car pour décrire la valeur en un point, on a un choix libre de référence.
n'importe quel nombre réel convient, ce qui importe c'est d'adapter les valeurs de tous les autres points pour conserver les mêmes écarts. Avoir dans une théorie plusieurs champs qui correspondent à une même situation physique, on appelle cela une invariance de jauge. Et ici on dit qu'il s'agit d'une invariance de jauge globale car la transformation doit être la même en tous les points de l'espace sur notre champ V. Et si l'exemple du champ électrique seul a pu nous renseigner sur ce qu'était une invariance globale, vous pouvez deviner ce vers quoi on va aller maintenant pour parler d'invariance locale, considérer le champ électrique et le champ magnétique dans leur ensemble. Le champ électrique et le champ magnétique sont chacun deux champs vectoriels, associant donc tous les deux en chaque point de l'espace une direction et une amplitude. L'ensemble de ces deux champs ne doit pas vérifier une, mais 4 équations, les 4 équations de Maxwell, avec celle qu'on a déjà vue, mais qui est un peu différente en dehors du cas statique, c'est-à-dire lorsqu'on considère que les grandeurs peuvent varier dans le temps. On va en faire rapidement le tour pour expliquer chacune d'entre elles. Div de B égale 0 signifie que si vous prenez une surface fermée, définissant donc un volume, alors la somme du champ magnétique qui y rentre vaut le champ magnétique qui en sort. Rien ne peut en quelque sorte ni créer des lignes de champ magnétique, ni les consommer. Il n'y a pas de concept de charge magnétique dont partiraient ces lignes. L'équation qui y ressemble, div de E égale ρ sur epsilon 0, traduit le fait que dans le cas du champ électrique, le même calcul, c'est-à-dire comptabiliser ce qui rentre dans une surface fermée moins ce qui en sort, correspond à la charge à l'intérieur de cette surface. Sans charge, le champ électrique ne peut ni se créer ni disparaître, mais la présence de charge positive permet de créer des lignes de champ et la présence de charge négative permet de les consommer. Rotationnel de E égale moins d2b sur dt vous dit que si le champ magnétique varie dans le temps et dans une direction, ceci va engendrer la création d'un champ électrique qui va avoir tendance à s'enrouler autour de cette direction de variation. Rotationnel de B égale J plus 1 sur C2 d2 sur dt traduit un comportement symétrique du champ magnétique qui a tendance aussi à s'enrouler autour de la direction de la variation dans le temps du champ E, mais aussi autour de la direction d'un mouvement de charge d'un courant électrique J. Tout ceci fait beaucoup de contraintes, et là aussi les physiciens vont avoir recours à une astuce mathématique pour se simplifier la vie. Dans la version électrique seule, on avait introduit le champ de potentiel et la recette pour calculer depuis celui-ci le champ électrique. Dans la version électromagnétique, on reprend la même idée, mais il faut utiliser deux champs, le champ de potentiel V et un autre champ qu'on note A, qui lui est vectoriel. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour la suite, c'est qu'on dispose d'une recette pour calculer le champ B depuis le champ A et d'une recette pour calculer E depuis V et A. Raisonner avec V et A au lieu de E et B permet comme avant de s'affranchir de contraintes. Ici, ça nous permet d'une part d'avoir 2 des 4 équations de résolues, mais d'autre part ça permet de réaliser ce qu'on nomme un découplage. Dans la version E et B, vous voyez que B intervient dans une équation de E et E intervient dans une équation de B. Les deux sont liés, ce qui pose beaucoup de problèmes. Alors que lorsqu'on travaille sur V et A, il existe une astuce pour séparer les deux, avoir d'un côté les équations ne faisant intervenir que A et de l'autre que V. Et c'est ce type d'intérêt mathématique qui a initialement motivé à introduire ces deux champs. Dans le cas électrique seul, on avait remarqué une invariance de jauge globale, c'est-à-dire qu'on avait remarqué que la recette qui transforme V en E était insensible à un changement uniforme de V. On va donc s'intéresser maintenant aux transformations sur les champs A et V qui n'affectent pas les champs physiques E et B. Il se trouve que la recette qui permet d'obtenir B depuis A autorise certaines déformations locales. C'est-à-dire qu'il est possible de changer le profil du champ A localement, pas n'importe comment, mais en tout cas sans avoir besoin de le changer sur tout le champ, pour que le B qu'on calcule reste le même. De l'autre côté, ça affecterait le champ E qui dépend dans la version électromagnétique de V et de A. Mais il est possible de changer V localement également pour compenser les effets que le changement de A aurait sur E. Ainsi, on dispose de deux champs, V et A, avec lesquels on peut décrire une situation physique, mais il est possible de changer localement ces deux champs dans une zone de l'espace sans toucher au reste et toujours être en train de modéliser la même situation physique. Résumons ce qu'on a dit. On a d'une part des champs physiques dont on peut mesurer les valeurs dans des expériences concrètes, les champs E et B. Et d'autre part, on a les champs fictifs V et A qui simplifient la vie au niveau des calculs, mais qui viennent avec une forme de redondance. Plusieurs configurations des champs V et A dans notre modèle correspondent à la même configuration pour les champs physiques E et B. Et cette fois-ci, c'est bien plus fort qu'une invariance autorisant un changement uniforme sur tout l'espace.
On peut, dans une zone de l'espace quelconque, modifier d'une certaine manière V et A sans les changer en dehors de cette zone pour avoir sur tout l'espace exactement les mêmes champs physiques, E et B. Avoir dans une théorie plusieurs champs qui correspondent à une même situation physique, même lorsqu'on ne les modifie que localement, on appelle cela avoir une invariance de jauge locale. Et je vous invite à prendre un moment pour bien visualiser le niveau de liberté extrême que ça donne entre une situation physique et ce qu'on choisit pour la décrire. Au point qu'il est même parfois difficile de savoir si des calculs très différents en apparence décrivent bien le même phénomène. Dans l'histoire de la physique, on n'a pas remarqué tout de suite l'intérêt et les implications de ce type de symétrie ou d'invariance. Comme on l'a vu, initialement, ce n'est que la conséquence d'une nécessité mathématique que de la redondance dans un modèle introduite un peu par hasard. Mais on va maintenant commencer à parler de physique quantique et regarder un premier exemple où ce type d'invariance a permis de faire progresser la physique. Voici l'équation de Schrödinger. Ne vous inquiétez pas, on va détailler en quelques phrases ce qui est à savoir. Cette équation, elle travaille sur un champ psi. Ce champ, c'est un champ qui sert à représenter la dynamique d'un électron. En physique quantique, les particules ne sont plus des points, mais sont modélisées par des oscillations dans un champ, comme des ondes qui se propageraient dans celui-ci. Chaque point de notre champ électronique contient deux choses, une sorte de densité de probabilité de trouver la particule à cet endroit, et une phase ou un angle qui n'affecte pas cette densité de probabilité, mais qui permet des comportements d'interférence lorsqu'on ajoute deux champs de ce type. Donc psi, c'est juste cela, le champ qui représente la densité de probabilité sur l'espace de notre électron, et avec un peu plus d'informations que juste la densité pour avoir la possibilité de comportements ondulatoires, c'est-à-dire la possibilité d'interférences constructives et destructives de ce champ avec lui-même. Vous vous souvenez que pour le champ V, on a parlé de sa symétrie interne, le fait qu'on pouvait en chaque point prendre n'importe quelle valeur, que ce qui importait ce n'était que les écarts d'un point à l'autre. Le champ psi a également sa symétrie interne, au niveau de cet angle ou de cette phase, qui peut valoir ce qu'on veut tant qu'on garde les mêmes écarts d'un point à l'autre et donc les mêmes effets d'interférence. La symétrie interne de notre champ psi donne une invariance de jauge globale à l'équation. Si vous avez un champ psi solution de cette équation, vous pouvez construire un autre champ en décalant tous les angles de la même valeur, il vérifiera aussi cette équation. Et il correspondra à la même situation physique, c'est-à-dire que le seul aspect mesurable, la densité de probabilité, restera inchangé. Le reste de l'équation lie ensemble les variations sur l'espace de notre champ psi avec ses variations dans le temps. Il s'agit donc d'une équation de sa dynamique, c'est-à-dire de son évolution sur l'espace au cours du temps. Il y a un terme important dans cette équation du mouvement, c'est le terme V, qui représente bien le V qu'on a vu précédemment, le champ de potentiel. Dans cette équation, il y a quelque chose qui cloche. On a dit tout à l'heure, lorsqu'on parlait de l'électromagnétisme, que le champ V pouvait être modifié localement et toujours correspondre à la même situation physique. Seulement, si on change ici localement V et qu'on fait quelques calculs, on va se rendre compte que ça va changer psi. Mais surtout, ça va changer la partie physique, la partie densité de probabilité. Un changement sur V ici, non physique, prédit une modification observable sur le champ de l'électron. Et c'est bien sûr une anomalie. Un changement non physique ne peut causer un changement physique. On se rend compte qu'une équation qui présente une invariance uniquement globale et fait intervenir un ingrédient qui a une invariance locale ne peut pas être valide. C'est à l'invariance la plus forte de s'imposer dans toute l'équation. Et c'est ce que les physiciens vont faire, modifier cette équation pour qu'elle présente une symétrie locale. En faisant ceci, l'équation de Schrödinger prend cette forme. On a maintenant le champ psi, le champ V et un nouveau champ X qu'on a eu besoin d'introduire. Et on va remarquer quelque chose d'étonnant. Le champ X a toutes les caractéristiques du champ A de l'électromagnétisme. On résume ce qu'on a dans notre équation modifiée. On a le champ psi, le champ A et le champ V. Ce sont des champs abstraits auxquels on peut faire correspondre les quantités physiques densité de probabilité de mesure de l'électron, le champ électrique E et le champ magnétique B. On a construit notre modèle en lui imposant une invariance de jauge locale. C'est-à-dire que lorsque vous avez une solution, trois champs psi, V et A qui vérifient l'équation, il est possible de les modifier ensemble, uniquement localement, pour obtenir un nouveau triplet de champs qui est encore solution de l'équation et qui correspond exactement à la même situation physique, au même champ de densité de probabilité, au même champ électrique
au même champ magnétique. Mais le plus important est de bien saisir ce qu'on a réussi à accomplir en faisant ceci. On avait d'une part le monde de la physique quantique, avec son champ psi, sa symétrie interne, cette phase ou l'angle qui n'a pas de sens absolu, et son équation qui décrivait l'évolution de ce champ, c'est-à-dire la dynamique d'un point de vue quantique d'un électron. De l'autre, on avait le monde de l'électromagnétisme avec les champs A et V et leur symétrie de jauge locale. L'équation de Schrödinger ne présentait initialement qu'une invariance de jauge globale, mais en la modifiant pour qu'elle respecte une invariance locale, on a fait en quelque sorte correspondre les degrés de liberté des deux théories, de la quantique et de l'électromagnétisme. Cette correspondance était nécessaire pour que des changements non physiques d'un côté n'engendrent pas des changements physiques de l'autre. En effet, en modifiant le champ V tout en assurant qu'il corresponde à la même situation physique, ça serait étrange de prédire un comportement différent de l'électron. Le point utile, c'est qu'en réalisant cette correspondance sur les aspects non physiques, on a bien une équation qui décrit également quel changement physique d'un côté cause quel changement physique de l'autre. On avait initialement une équation de la dynamique d'un électron. On a maintenant une équation de l'interaction entre un électron et le champ électromagnétique qui décrit le comportement quantique d'un électron en présence d'un tel champ. Notre modèle, utilisant l'équation de Schrödinger, a plusieurs limitations. D'abord, elle n'est pas compatible avec la relativité restreinte. Son équivalent dans cette théorie est l'équation de Dirac. Ensuite, on a bien vu comment elle décrivait l'impact d'un champ électromagnétique sur un électron, mais elle ne semble pas décrire comment un électron, qui est pourtant chargé, influence le champ électromagnétique. C'est parce qu'on se trouve dans l'approximation où le champ ambiant est considéré comme dominant. Pour adresser ce problème, on peut passer de l'équation de Dirac à ce qu'on appelle la formulation lagrangienne de l'électromagnétisme. Vous pouvez voir cela simplement comme une autre manière de décrire la dynamique qui unit nos champs psi, V et A. On a toujours notre invariance de jauge locale, cette formulation est maintenant compatible avec la relativité restreinte, et cette formulation décrit autant les effets des charges sur l'électromagnétisme que l'inverse. Elle contient absolument à elle seule tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On peut retrouver depuis ce lagrangien l'équation de Dirac et donc de Schrödinger, mais également les 4 équations de Maxwell qu'on a détaillées précédemment. On a vu tout à l'heure comment des symétries de jauge pouvaient nous aider à assembler, comme des Legos, des théories issues de domaines différents. Mais c'est encore assez réducteur par rapport au concept fondamental qui se cache derrière. Ce qui nous a empêchés de nous en rendre compte jusqu'à maintenant, c'est le fait que dans notre exemple, on connaissait dès le départ les lois de l'électromagnétisme, alors que le concept de symétrie de jauge nous aurait permis de les déduire. Supposons un instant que vous ayez une théorie décrivant le mouvement de particules libres par l'intermédiaire d'un champ. Par libre, on veut dire que les particules de ce champ n'interagissent pas entre elles, elles s'ignoreraient. Supposons également que ce champ présente une symétrie interne, c'est-à-dire qu'en chaque point de ce champ, on dispose d'une certaine liberté qui n'influencerait pas les grandeurs physiques correspondantes, comme c'était le cas avec notre champ électronique psi et son paramètre de phase ou d'angle. Tout ceci implique généralement que notre théorie, en incluant ces équations du mouvement, vérifie une invariance de jauge globale. Supposons maintenant qu'on décide de modifier cette théorie, d'en faire une nouvelle en imposant une invariance de jauge locale. En faisant cela, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir introduire un nouveau champ dans notre théorie, qu'on nomme un champ de jauge. Il y a une manière assez simple de comprendre pourquoi ce champ apparaît. Ce qui importait dans notre théorie initiale, c'était les relations que les grandeurs de notre champ avaient d'un point à l'autre. En rendant cette symétrie locale, on perdrait de l'information. On n'aurait plus de manière de comparer des points distants. Et c'est le rôle que le champ de jauge assure. Il permet de conserver cette information et ainsi de pouvoir comparer les valeurs de points distants lorsqu'on les a pourtant localement modifiées. Ce champ va avoir sa propre dynamique et la possibilité d'emmagasiner de la quantité de mouvement ainsi que de l'énergie. En faisant cette transformation, on a une théorie différente de la première car il va se passer quelque chose d'étonnant. Dans la première théorie, les particules de notre champ étaient libres. Dans la seconde théorie, on va prédire des comportements qu'on peut interpréter comme des interactions. Les particules modélisées par notre champ initial ne s'ignorent plus, elles peuvent s'échanger de la quantité de mouvement et de l'énergie par l'intermédiaire du nouveau champ. Il se trouve que c'est exactement selon ce modèle que les forces fondamentales s'organisent. Dans le cas de l'électromagnétisme, on a, côté particules de matière, le champ des électrons.
Dans le cas de l'interaction forte, une autre force fondamentale, on a le champ des quarks. Et dans le cas de l'interaction faible, c'est un peu plus complexe, on a le champ des quarks, de l'électron et des neutrinos. Imposer une symétrie de jauge locale aux théories décrivant ces particules va forcer dans les trois à introduire un ou plusieurs champs de jauge. Dans le cas de l'électromagnétisme, il y a une subtilité, les champs V et A qu'on a vus précédemment sont en fait deux aspects d'un même champ. Dans une version quantifiée de ces théories, c'est-à-dire parfaitement en accord avec les règles de la mécanique quantique, les interactions entre particules par l'intermédiaire du champ de jauge associé se font par paquets, par quanta. Dans le cas de l'électromagnétisme, vous le connaissez, il s'agit du photon. C'est le paquet indivisible par lequel les électrons s'échangent de la quantité de mouvement et de l'énergie. L'électron était une excitation locale de notre champ de particules psi, le photon est une excitation locale du champ de jauge associé. Dans le cas de l'interaction forte, il s'agit des gluons, et dans le cas de l'interaction faible, il s'agit des bosons Z, W+, et W-. Le fait que les lois physiques s'organisent sous cette forme générique permet notamment de détacher beaucoup de résultats mathématiques qui vont avoir des applications pratiques. Pour vous en donner une idée, on peut en citer quelques-uns. Dans le cas de l'électromagnétisme, la symétrie interne n'a qu'un seul paramètre, la phase ou l'angle. On dit que la dimension du groupe de symétrie est 1. Il est possible mathématiquement de démontrer que ça nous donne le nombre de champs de jauge associés, c'est-à-dire le nombre de particules différentes médiatrices de force qu'on regroupe sous le terme générique de boson. Ici la dimension est 1, donc un champ de jauge, un boson de jauge, le photon. Dans le cas de l'interaction forte, le groupe de symétrie interne a 8 dimensions, ce qui prédit 8 gluons différents. Et dans le cas de l'interaction faible, vous l'aurez compris, la dimension du groupe de symétrie est 3, ce qui donne 3 bosons, Z, W+, et W-. Un autre exemple de résultat mathématique en rapport avec les symétries est le théorème de Noether, qui montre que lorsqu'on a une symétrie, celle-ci implique l'existence d'une quantité qui est conservée au cours du temps. Dans le cas de la symétrie de l'électromagnétisme, on appelle charge la quantité conservée, conséquence de cette symétrie. Dans le cas de l'interaction forte, c'est la charge de couleur. Dans le cas de l'interaction faible, c'est l'isospin faible. Il ne s'agissait que de quelques exemples de conséquences mathématiques parmi d'autres, mais les résultats dans ce domaine sont très riches, et on constate qu'un très grand nombre de propriétés des forces fondamentales sont déductibles à partir de la connaissance seule du groupe de symétrie interne des champs de particules de matière concernées. En résumé, forcer une symétrie de jauge locale dans une théorie faisant intervenir un champ avec une symétrie interne va forcer à introduire un ou plusieurs nouveaux champs qui vont vivre avec leur propre dynamique et pouvoir capturer et restaurer de la quantité de mouvement et de l'énergie. Ils vont en permettre les transferts, jouer le rôle de médiateur de ces quantités. Ainsi, lorsqu'on a initialement une théorie des particules libres, représentée par notre premier champ, on dispose, en forçant la symétrie locale, d'une recette pour construire une nouvelle théorie, mais qui cette fois-ci prédira des comportements qu'on peut interpréter comme des interactions entre particules. Et toute la beauté mathématique, c'est que la quasi-totalité des propriétés d'interaction est entièrement décrite par le type de symétrie interne du champ initial. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on le fait, pourquoi on force une symétrie de jauge locale. Et bien d'abord, avec davantage de symétrie, on a en quelque sorte une théorie avec moins d'hypothèses. Sous certains angles, c'est un objet plus propre, plus simple. Imposer une symétrie n'est pas un changement anodin. Vous pouvez réfléchir à l'exemple de la relativité restreinte, qui impose elle aussi une symétrie à travers le principe de relativité, qui déclare que les lois de la physique doivent être exactement les mêmes entre un référentiel et un référentiel en mouvement par rapport à ce dernier. C'est imposer cette symétrie qui donne bien une nouvelle physique, une nouvelle compréhension de l'espace et du temps, de la même manière qu'imposer des symétries de jauge locale nous donne ici aussi une nouvelle compréhension, mais cette fois-ci des interactions et des forces. Enfin, la dernière raison pour laquelle on le fait, c'est parce que ça marche expérimentalement. Avec un modèle de théorie de jauge locale, il y a relativement peu de théories possibles à tester. Parfois, elles ne correspondent pas à la réalité, mais parfois elles sont en accord avec les expériences. Dans la famille des théories de jauge locale, vous en connaissez une autre, la relativité générale. Imaginez que vous fassiez de la physique dans l'espace en utilisant ce repère. Jusque-là, rien de dingue. Maintenant, imaginez que vous souhaitiez faire la même chose en utilisant celui-ci.
C'est un peu plus délicat car ici les objets qui vont en fait tout droit semblent changer de direction vis-à-vis de ce système de coordonnées. Mais d'une certaine manière, rien ne devrait vous empêcher à faire de la physique dans un tel repère. L'astuce va être d'ajouter un champ de force, pour le moment fictif, qui va compenser la déformation locale de votre repère, en agissant sur les trajectoires que les objets semblent avoir dans celui-ci. Et vous pouvez déjà voir les points communs entre la déformation locale du repère, l'ajout d'un nouveau champ, et ce qu'on a dit sur les symétries de jauge locale et leur champ de jauge associé. De prime abord, c'est une manière étrange de vouloir faire de la physique. On semble ici se compliquer la vie. Mais l'intérêt de cette formulation va arriver lorsqu'on va remarquer que ce champ de force fictif a les caractéristiques d'un champ de force de gravité. Ainsi, avoir remarqué que dans notre espace vide, au repère déformé, il nous fallait introduire un champ de force qui ressemble à de la gravité, va nous faire comprendre l'inverse, que dans un espace pas vide, avec force de gravité, il suffit de changer le système de coordonnées pour se rendre compte que cette force n'existe pas. Et c'est cette symétrie locale entre force et coordonnées qui va nous permettre d'interpréter la gravitation comme une déformation de l'espace-temps, c'est-à-dire à la décrire dans le cadre de la relativité générale. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère vous avoir donné les clés pour comprendre ce concept fondamental et délicat de la physique théorique. Si vous voulez creuser, je vous invite à voir les vidéos de ScienceClick pour les superbes illustrations visuelles des symétries et de la théorie quantique des champs, de Shin Carroll et de Scientia Agrebia pour rentrer davantage dans les équations mathématiques. Vous trouverez tout ceci en description, ainsi qu'en commentaire épinglé et en fiche. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire, et retrouvez Patience sur Tipeee, Twitter et Facebook.